Lorsque les gens se permettent à dire dans les médias, on paye aux députés 33 000 $, mais ils ne vous disent pas combien on paye aux directeurs des sociétés commerciales et des régies financières. Quand vous tenez ces discours, vous ne facilitez pas la cohésion nationale. Pourquoi? Ah bon? Parce qu'un élu a ses électeurs. Et les électeurs expriment leurs besoins selon la rémunération de leur élu. Lorsque vous mentez que les députés touchent 33 000 $, et non seulement que cela va créer une rupture entre les électeurs et leurs élus, ça va briser même le foyer des élus. Parce que nous avons des épouses, nous avons des enfants. Il a été dit qu'on a un budget de 3 milliards de $, contrairement au Congo-Brazzaville, et que les députés aujourd'hui touchent plus de 30 000 $. C'est scandaleux, honorable Godefroy. Je l'ai dit, la main sur le cœur. Nous sommes dans la maison de Dieu. Il n'y a aucun député jusqu'à ce jour qui touche plus de 5 300 $. Parce aucun. Que la main sur le cœur, nous sommes dans la maison de Dieu. Jusqu'à ce jour, aucun député ne touche 33 000 $. Je le suis, je n'ai jamais touché cet argent. Ça fait des mois qu'on n'a pas été payé. Le budget de la RDC n'est pas de 3 milliards de $ comme on voulait dire. Notre budget aujourd'hui à 16 milliards de $. Congo-Brazza n'a jamais eu un budget de plus de 20 milliards de $. C'est autour de 4 milliards de $ parce que leur budget, c'est en francs CFA. Les institutions de la RDC ne consomment jamais 70% comme on vous l'a dit. Jamais. Jamais. L'enveloppe salariale pour tous les agents de l'État en RDC, c'était 350 millions de $ avant la dévaluation ici. Avec la dévaluation, cette enveloppe est aujourd'hui descendue à 300 millions de $. Donc dans ces 300 millions de $ là, il y a les institutions, il y a les administrations, il y a l'armée, il y a la police, il y a tout le monde. Ça ne représente que 22,5% du budget de l'État et non 70%. La Constitution dit que quand vous êtes élu par la CENI, il faut attendre la confirmation de la Cour constitutionnelle. Et par quelle magie le président allait constituer des gouvernements avant la Cour constitutionnelle? Ça vient d'où? Donc c'est pas autour du gâteau que vous vous êtes réunis pour paralyser les pays, ce qui est dit par les Canadiens. Non. Moi je vous dis que ce sont des déclarations obscènes. Il n'y a pas un gâteau à se partager. Il y a des responsabilités à se partager. La Belgique est restée à un certain moment, pendant environ 2 ans sans gouvernement. C'était les gâteaux. Si c'est ça était les gâteaux, pourquoi les gens reçoivent des prébendes et l'argent qui vient de ceux qui se disputent pour les gâteaux? Il ne faut pas qu'on puisse dire une chose et son contraire. Et quand on identifie la majorité, il n'y a pas partage des gâteaux, il y a partage des responsabilités parce que ces gens, en fait, ont un mandat qui est le peuple. En quoi ça devient les gâteaux? Si c'est ça les gâteaux, c'est qu'il y a plusieurs bénéficiaires de ces gâteaux-là. Vous comprenez? Parce qu'il y a des gens qui reçoivent l'argent de la République comme ça. Quand ils reçoivent ça, là, ce sont des gâteaux bien des beignets. Est-ce que vous pensez que signer un contrat pour que notre aéroport soit géré pendant 29 ans par cette société turque, c'est une aliénation de notre souveraineté? Dans les BOT, le gouvernement n'apporte que l'espace. Et ces gens-là qui déboursent 1,2 milliard de $, cela constitue un investissement pour eux. Même en BOT, on ne dit pas que le gouvernement ne gagnera rien. Il y aura toujours une quotité pour l'État et une quotité pour l'investisseur. On reproche au gouvernement d'avoir fait un BOT de 29 ans, mais moi je vous donne une information, c'est que la Chine, dans le cadre de sa stratégie Les Nouvelles Routes de la Soie, vient de prendre l'aéroport sri-lankais pour une période de 99 ans. 29 ans pour l'aéroport international de Dili, 49 ans pour la gestion de l'hôtel Marriott et 290 millions de $ pour la construction du centre financier de Kinshasa. Et on dit déjà que c'est un éléphant blanc dépenser 290 millions de $ dans un pays où il y a des priorités sont ailleurs, l'agriculture, les routes et tout ça. Mais là, c'est pratiquement un éléphant blanc, le centre financier de Kinshasa. Bon, si la facture de ce centre est de 290 millions, je ne trouverai rien de grave. Ils sont habitués à avoir des... une priorité. S'il vous plaît, laissez-moi, voilà. De construire des routes. Laissez-moi parler. Laissez-moi parler. On ne parle pas des milliards sous l'arbre. Ce n'est pas du pouvoir coutumier, monsieur. En management, les symboles ont de grandes significations. Il y a beaucoup de salles là-bas, ça va abriter
les bureaux de certains régies financières. Vous savez combien d'argent... Même des gens qui détournent de l'argent. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Vous savez combien de gens perdent nos régies financières en louant les bureaux auprès des tiers? Troubles du système immunitaire, chute de tension, maux de tête, fatigue, perte de poids, frigidité et diarrhée. Dites adieu aux inconforts et retrouvez une nouvelle jeunesse avec une tasse de Maxi Bien-être au quotidien. Une solution bio composée de plantes traditionnelles, 100% naturelle et reconnue pour sa vertu. Une formule adaptée pour hommes et femmes. Depuis plus de 10 ans, le Maxi Bien-être Café renforce le système immunitaire, restaure la fatigue physique, améliore le sommeil, aide à stabiliser la tension et la glycémie, nettoie les reins, soulage l'hémorroïde et la constipation. Chez les hommes, le Maxi Bien-être restaure le dysfonctionnement sexuel, l'impuissance et l'éjaculation précoce. Maxi Bien-être est disponible partout dans le monde. Passez vos commandes sur www.maxibienêtre.com. Merci beaucoup à vous tous qui êtes branchés en ce moment sur votre chaîne pour suivre ces magazines, les débats congolais. Aujourd'hui, nous allons parler des questions d'actualité. Nous allons aborder les questions d'actualité. Parmi ces questions, il y a la construction de l'aéroport international d'Indili par la société Milvest, la société turque, qui y a déjà annoncer les débuts des travaux à l'aéroport international d'Indili. Nous parlerons aussi de cette contre-performance des régies financières, telle que cela a été annoncé par le Premier ministre Sama Lukonde lors du Conseil des ministres. Alors, sur ce plateau, nous avons le réel plaisir de recevoir un homme. Il est parmi les hommes qui ont beaucoup plus étudié en République démocratique du Congo. Il a plusieurs diplômes. Peut-être que d'aucuns vont le deviner. Il s'agit bien du professeur révérend pasteur. Il est aussi député national. Godin Poyi Kadima, docteur en sciences politiques, docteur en économie, mais aussi plusieurs masters dans plusieurs d'autres disciplines. Honorable Godin Poyi, bienvenue dans cette émission. Merci beaucoup, mon ami Charles Kenkanko. Merci beaucoup. Quelqu'un m'a demandé de vous poser cette question. Aujourd'hui, le taux d'échange n'est pas encore stable. C'est à 2770. Il y a même certains cambistes qui l'ont fixé à 2800. Et ça continue. Le président Tshisekedi, pendant la campagne électorale, les gens ne cessaient de revenir sur la stabilité du taux d'échange. Professeur Godin Poyi, cela est dû à quoi? Jusqu'où irons-nous avec ce taux d'échange crescendo? D'abord, merci beaucoup. Je crois que c'est sur ce plateau que je t'avais parlé de progrès, en fait, réalisés par le président sortant à l'époque et aujourd'hui le président en fonction. Mais les gens doivent comprendre que c'est dans tous les pays du monde, ce n'est pas vraiment le président qui est dans le fait de l'action. Donc tout dépend de ceux qui sont autour du président. C'est ainsi que vous êtes un grand lecteur de la Bible. Vous avez vu que lorsque Pharaon fit un songe, il était obligé de sortir de son carcan jusqu'à recruter en Israël. Donc il a fait d'un juif premier ministre égyptien. Parce que en matière de gouvernance, on n'y va pas avec le cœur, on y va avec la tête. Il y a un sérieux problème de gouvernance économique dans notre pays et c'est ce qui nous amène à ce que nous sommes en train de connaître. Et pourtant, le président est plein de bonne volonté.
Même Dieu, s'il n'a pas de bons pasteurs, donc il ne fera rien. Même Dieu. Dieu, s'il a des pasteurs impudiques, menteurs, voleurs, donc... Corrompus. Il ne va pas atteindre, corrompu, n'atteindra pas ses objectifs. Donc c'est pareil. De la même manière que Dieu est par moments victime de certains pasteurs, pas tous parce que le Congo a des très bons pasteurs, en commençant par nos pères de l'église de la RDC. Et donc, il appartient au président de faire un bon casting. Alors, donc, s'il ne le fait pas, ça ira comme ça. Donc, vous dites que les problèmes... Et je vous dis que la planification économique fait et défait les rois. Donc, ça fait et ça défait aussi les rois. Oui, ça fait, ça défait les rois. Donc, tel que la gouvernance, je dois le dire à haute voix, la gouvernance économico-financière pose problème en RDC. C'est un problème lié au manque de production dans notre pays. Est-ce que quelqu'un accuse carrément, j'ai suivi un économiste qui accusait carrément la Banque centrale de ne pas faire le travail ou accomplir valablement sa mission pour stabiliser les taux de change. Vous êtes d'accord avec lui? Bon, je crois que les problèmes de gouvernance économico-financière en RDC se posent en termes collectifs et non en termes individuels. C'est vrai que la Banque centrale peut avoir ses problèmes, mais il y a un problème. Hein. La gouvernance économico-financière de la RDC dysfonctionne, ça ne fonctionne pas bien. Et lorsque l'économie et les finances ne fonctionnent pas bien, donc ne vous attendez à aucun miracle sur le plan monétaire, mais au moins il y a des causes, il y a des faits explicatifs de ce que nous connaissons, mais il y a aussi des faits risques. Quel fait par exemple? Donc parmi je l'ai toujours dit, je voudrais encore le répéter aujourd'hui, c'est que la monnaie congolaise a toujours connu ce que j'appelle les facteurs perturbateurs de la monnaie congolaise. Nous avons les problèmes d'ordre économique, nous avons les problèmes d'ordre monétaire et nous avons des problèmes qui sont liés à la balance des paiements. Bon, c'est vrai, ce n'est pas aujourd'hui qu'on va résoudre tous les problèmes. Mais on peut ne fût-ce que stabiliser la monnaie. Et pour stabiliser la monnaie, il y a plusieurs facteurs. Donc il ne faut pas voir seulement la Banque centrale. Lorsque vous voulez stabiliser la monnaie, l'économie doit suivre, les finances doivent suivre. Nous avons une atonie des ressources, vous venez de le dire. Et pendant ce temps, la fraude se porte bien. La fraude? La fraude, les détournements des deniers publics se portent bien en RDC. Malgré tous les travaux abattus, notamment par certaines institutions, notamment IGF... Moi, j'ai fait un constat. Oui. C'est ce qu'on vous raconte. Donc moi, ce n'est pas à cet âge qu'on peut me faire gober moi ces discours-là. J'ai même entendu de manière vulgaire des gens qui disaient non, vous voyez, la lutte contre la corruption en RDC se porte bien d'ailleurs, nous venons de gagner certaines places dans le classement Transparence Internationale. J'ai dit, mais qui ensorcelle le Congo? Ah bon? C'est pas vrai ça? Non. Les outils internationaux s'élisent avec des lunettes internationales. Donc lorsque Transparence Internationale fait un classement en 2023, il s'agit en fait des données de 2001. Données de 2001? Et les gens doivent le savoir. Et c'est tout à fait normal que par rapport aux données de 2001, que nous soyons mis à côté parce que le président de la République a réhabilité l'IGF en 2020. Et en 2021, les gens étaient encore sous la paire de la réhabilitation de l'IGF. C'est peut-être cet état-là psychologique de l'époque qui a fait que nous, Transparence, puissent considérer que nous avançons. Mais ça ne reflète pas les réalités actuelles. Maintenant, les détournements des biens de l'État, la corruption, les vols, la fraude, la tricherie multisite et multiniveau se sont immunisés dans notre pays.
Avec un budget de 16 milliards, on est Oui. passé de 3 milliards, Non. 54 milliards aujourd'hui à 16 Ça- milliards. ça, c'est Est-ce son- que l'IGF, Je- les régies je- financières, je- est-ce que la je- lutte contre la je- corruption je- n'a pas quand même porté quelques fruits? Je ne me contredis pas. Je l'ai dit et je le répéterai même devant un fusil, que de 2019 à 2023, il y a eu un miracle financier dans ce pays. Donc nous sommes passés de 4 milliards 8 à 16 milliards de dollars, record jamais atteint. Mais à son temps, parce que vous, au Congo, vous aimez du tintamarre. Donc, les Congolais, au Congo, on n'aime pas la réflexion. Nous avons expliqué ici, sur le plan finement scientifique, il y avait des variables qui expliquaient cela. Mais comme vous tous, vous êtes dans la propagande, vous avez donné des raisons qui sortaient de vos cœurs. En fait, je l'avais dit, je l'ai dit et je le dirai à jamais, lorsque vous voulez évaluer les recettes fiscales d'un État, il y a ce qu'on appelle des variables les plus significatives. Et ça, c'est canonique, c'est technique et c'est scientifique. Les variables significatives, lorsque vous voulez évaluer les recettes fiscales d'un État, nous avons le PIB, nous avons les taux moyens appliqués, nous avons les budgets sociaux, mais nous avons également l'effort de service. Donc, s'il y a eu cette mobilisation massifiée des recettes, je l'expliquais, je reviens là-dessus. Ce qui a justifié ce progrès, je l'avais dit sur ces plateaux et je le répète, c'est d'abord notre PIB qui est passé de 46 milliards à 69 milliards. Donc, entre 2019, de 2019 à 2023. Mais c'est aussi et surtout les vertus fiscales du Code minier de 2018. Okay. Donc, il y a des éléments qu'il faut activer maintenant pour continuer à stimuler la mobilisation des recettes. C'est l'effort des services et aussi le budget social. Parce qu'il est incompréhensible. Du moins d'après ce que j'ai suivi officiellement, il est incompréhensible que les agents de la DGI, par exemple, soient en retard de paiement. Au-delà de la corruption, au-delà de la fraude, au-delà, mais lorsque vous ne rémunérez pas à temps celui qui doit collecter les moyens pour tout le monde, mais s'il ne veut pas aller au ciel comme nous, qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là? Je décourage ces pratiques, mais ici, en tant que scientifique, je suis en train d'expliquer. Et donc, si le gouvernement a constaté que la mobilisation est redevenue molle au niveau des régies financières, c'est parce qu'on ne nous avait pas écoutés en 2019. On avait expliqué que les booms financiers qu'on a connus n'avaient que deux variables les plus significatives. C'était l'évolution du PIB, avec une mention spéciale sur la production qui préfère, et les vertus fiscales du code minier de 2018. Parce que peut-être les gens qui ne connaissent pas ces codes-là, de manière lapidaire, dans ces codes, il y a des impôts qui ont été décuplés, c'est-à-dire multipliés par 10. Notre redevance minière a été multipliée pratiquement par 3, du moins pour les minerais stratégiques. Les mécanismes d'amortissement sont passés de l'accéléré au linéaire. Du coup, il y a eu un élargissement de l'espace fiscal. Mais on a expliqué tout ça, mais comme vous aimez tout le monde est folklorique ici, maintenant ça nous rattrape. En fait, j'étais en train d'expliquer aux gens. J'étais en train d'expliquer aux gens, du moins à son temps, que ce qu'on était en train de vivre, si on n'y ajoute pas l'effort de service, ça sera comme une sorte d'aphrodisiaque. Alors là, il y a le Premier ministre. C'est temporel, c'est sectoriel. Il y a le gouvernement qui a constaté la contre-performance des régies financières et le gouvernement a rappelé un certain nombre de mesures de 2023 pour espérer l'accroissement des recettes. Ici, le gouvernement a fait allusion à
au paiement des droits, taxes, impôts et autres redevances dues à l'État en francs congolais à partir du 1er avril 2024. Vous pensez que c'est possible parmi les mesures qui vont aider à ce que qu'il y ait accroissement des recettes au cours de cette année? Non, en fait, cette mesure-là, c'est aussi une des façons d'aspirer la sécurité du franc, hein, pour stabiliser la monnaie. Bon, ça peut se justifier parce que nos réserves sont encore remontées à plus de 5 milliards de dollars, mais c'est du conjoncturel. C'est conjoncturel. Oui, ça vaut la peine, parce que la politique économique n'est pas que structurelle, elle est aussi conjoncturelle. Et donc, au-delà de tout cela, nous devons lutter sans concession contre la corruption. Toute réforme qui tolère ces pratiques, ces mauvaises pratiques, se transformera en réformette. Donc c'est bien de prendre des mesures, mais c'est du cosmétique. Dès lors que sur terrain, on ne lutte pas effectivement contre les détournements des biens de l'État, contre la corruption, ne vous attendez pas au miracle. Alors, merci beaucoup. Donc que personne ne vous trompe, parce que souvent, j'entends ça dans nos églises, que les diamants peuvent sortir de votre robinet, bien sûr. Ça peut sortir une fois, mais même la manne n'était pas sortie à des reprises. Hein. Donc, nous avons besoin des tatillons pour redresser ce pays. Le chef de l'État est déterminé à faire changer les choses. Mais il y a des problèmes autour de nous qui sommes dans les institutions. Il faut s'attaquer véritablement contre la corruption. Et ça va changer. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui ou pas? Non. Je l'ai dit à haute voix. Jusque-là, il n'y a pas encore une lutte acharnée contre la corruption? J'essaie, donc, moi je ne fais que ça. Je suis dans le monde financier depuis plus de 30 ans. Comme fonctionnaire, comme scientifique, comme ordonnateur. Donc, ces histoires-là, on peut vous distraire, vous, pas moi. Donc, tout ce que... Je vous dis, si on veut combattre effectivement la lutte, combattre la corruption, on n'a pas besoin de faire venir les Chinois ici. Il y a des indicateurs sociologiques relatifs à la corruption. Comme quoi, par exemple? Vous allez seulement au ministère des Affaires foncières. Vous prenez les titres de propriété de tous ceux qui gèrent l'argent de l'État. Et ceux qui sont proches d'eux. Qu'ils justifient. Est-ce que ce sont des héritiers, ces gens? Donc, ça sont des choses simples. On n'a pas besoin de trucs tarabiscotés pour endiguer la fraude. Donc ça, c'est simple. Aujourd'hui, là... Ils peuvent acheter des fonds avec les noms... Non, mais au risque, à leurs risques et périls. Parce que c'est lui en qui la propriété a été établie, mais il va apprendre que les gars est pourchassé. Il s'insécurise lui-même. Et aujourd'hui, avec les services, on peut élargir cela jusqu'à même à leurs proches. Qu'ils nous disent comment aujourd'hui se sont construits cette montagne d'argent. On fait ça du Premier ministre au huissier. Même moi, je suis concerné. Du Premier ministre au huissier. Que ces gens nous disent où est-ce qu'ils trouvent l'argent pour construire ces immeubles. Des immeubles, non. Je sais qu'il y a, parmi même nous les politiques, il y a des gens qui faisaient des affaires prospères avant de venir en politique. Ça se justifie. Mais ce travail-là, ça doit se faire. Donc vous êtes là toujours, vous êtes là, vous ne faites que vous plaindre, vous. Donc on vous indique la voie à suivre. C'est simple, on n'a pas besoin des Chinois pour ça. On appelle les ministres des Affaires foncières, on nous dit amenez-nous les répertoires des propriétés foncières de tous les agents de l'État. Donc l'agent de l'État est différent du fonctionnaire de l'État. L'agent de l'État englobe tout le monde. On part du Premier ministre au huissier, que chacun puisse nous dire comment il s'est construit cette montagne d'argent au point d'avoir plus d'immeubles que l'État. Ce sont des choses simples. Donc pour que le pays avance, nous avons besoin d'un trinôme. Poids politique,
poids scientifique et poids éthique. Si nous ne faisons pas ça, donc nous ne ferons que pleurer chaque jour. Alors, soit nous voulons avancer, soit nous ne voulons pas avancer. Donc il ne faut pas distraire les gens. On ne fait pas la politique parce qu'on veut s'enrichir. On veut s'acheter des belles chaussures. La politique, c'est aussi une sorte d'apostolat. Je ne dis pas que les politiciens ne doivent pas être riches. Je dis que c'est un apostolat. C'est-à-dire que lorsque vous venez, c'est d'abord pour servir. Moi, aujourd'hui, j'ai un bilan à mon actif. Moi, avec mes collègues du bureau, nous avons fait ce que même Léopoldin n'a pas fait. J'ai construit un bâtiment pour la République. Les chefs de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Avec mes FCR. Ça, personne ne l'a fait avant moi. Personne. Même Léopoldin ne l'a pas fait. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi je n'ai pas suivi ce que vous dites, mais si le gouvernement constate qu'il y a une atonie des ressources, je vais dire merci pour le réveil, parce que nous avons crié sur les toits pour dire que, au regard de l'assiette, ce que nous avons ne suffit pas encore. Mais le gouvernement doit savoir que ceux qui mobilisent aussi les recettes, ils doivent être rémunérés à temps. Parce que j'ai suivi, à moins que les syndicalistes aient menti, j'ai suivi un syndicaliste qui se plaignait, par exemple, pour le cas de la DGI, qu'ils ont autant de mois d'arriver. Si cela est vrai, le gouvernement doit prendre ses responsabilités. On ne doit pas laisser les gens travailler et ne pas les payer. Très bien. Merci c'est beaucoup. normal. Merci beaucoup. Écoutez, mon ami. D'abord, ce que les gens ignorent, c'est qu'une rémunération régulière des agents de l'État, au bout du tuyau, soutient la demande globale et participe à la croissance économique de notre pays. Donc, ceux qui gèrent la filière économico-financière doivent s'organiser pour que la rémunération soit régulière. Mais qu'est-ce qui peut être à la base de cette irrégularité-là, selon vous? Toujours le détournement, la corruption? On détourne les salaires des agents? Bon, moi je peux dire que j'ai fait le constat. Il y a les syndicalistes qui disent qu'on n'a pas payé. Et les syndicalistes doivent cesser de penser que c'est le président qui paye les fonctionnaires. Non, le président est un gouvernement. C'est le gouvernement qui a la responsabilité constitutionnelle d'assurer la régularité à ce qui concerne la paye des agents de l'État. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, nous devons le reconnaître, la guerre nous prend beaucoup d'argent, mais qu'on lutte d'abord contre la corruption, on en aura assez. Alors, merci beaucoup. On tourne la page pour ces chapitres. Parlons maintenant de ces dossiers, la construction de l'aéroport international de Ndili. Il y a un contrat de concession signé entre le gouvernement congolais et la société turque Milvest. Coût total pour la construction de cet aéroport, 1,2 milliard de dollars. Et la société turque va gérer l'aéroport de Ndili pendant 29 ans. Et là, on parle déjà d'un contrat léonais par certains Congolais. Vous, en tant qu'économiste, est-ce que vous pensez que signer un tel contrat pour que notre aéroport soit géré pendant 29 ans par cette société turque, c'est une aliénation de notre souveraineté? Sur le plan principiel, le monde a des méthodes principales qui ont permis à certains États d'avancer. L'Occident s'est développé grâce aux banques, mais l'Asie s'est développée grâce au partenariat public-privé. Donc moi, je suis dans les principes. Je suis jusque-là au niveau des principes. Donc, lorsque le gouvernement veut travailler en PPP, donc quelle que soit la forme que ça pourra prendre, parce qu'en PPP, il y a plusieurs sous-PP, ça peut être un BOT. Donc, je n'ai pas lu les contrats. C'est ça, oui, ça aussi, c'est un BOT, justement. Oui, donc voilà. Donc, dans les BOT, le gouvernement n'apporte que l'espace. Moi, je suis au niveau des principes.
Et ces gens-là qui déboursent 1,2 milliard de dollars, c'est ici où vous jouez avec l'argent, parce que vous les volez régulièrement. Donc ailleurs, 1 million de dollars, c'est beaucoup d'argent. Mais vous, comme vous êtes habitué à ne voler que des millions, vous banalisez tout. Donc, ces gens-là qui apportent 1,2 milliard, cela constitue un investissement pour eux. Mais sur le plan des principes, même en BOT, on ne dit pas que le gouvernement ne gagnera rien. Donc, il y aura toujours une quotité pour l'État et une quotité pour l'investisseur. Je suis encore sur les plans de principe. Et pour cela, j'encourage le gouvernement et je suis l'homme le plus heureux. Parce que moi, à l'époque, on avait acheté... on avait dépensé 100 millions de dollars pour acheter des avions en faveur des... Bon, ça change à tout moment, je ne sais pas qu'on appelle les lignes aériennes congolaises. Mais j'avais dit que c'était une bêtise managériale. En fait, l'avantage d'avoir un aéroport de cette envergure-là, je l'avais dit et je voudrais encore le répéter, c'est que c'est nous qui sommes véritablement au centre du continent africain. Kinshasa, Kaza, 6h30. Kinshasa, Johannesburg, 3h, 3h30. Kinshasa, Addis, 3h, 3h30. Kinshasa, l'Est, c'est 2h, 2h30. Donc, nous sommes au centre du continent africain. Donc, avec un aéroport moderne, nous serons le vrai hub de ce continent. Le malheur, c'est que chez nous, nous ne pensons qu'aux mines. Mais rien qu'avec cet aéroport-là moderne, si le gouvernement prolonge ses joint ventures avec des grandes compagnies aériennes, notamment Ethiopian Airlines, nous avons une vingtaine d'avions. Nous serons le centre du continent. Je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi. Donc, vous partez en Afrique du Sud par moment, mais vous passez d'abord par Addis Abeba. Vous passez par Nairobi. C'est du temps improductif. Et donc, cet aéroport, non seulement qu'il est structurant, mais il aura beaucoup d'effets propagateurs. Parce que lorsque vous avez un aéroport moderne, la restauration va s'en mêler, l'hôtellerie, et tout ça, ça génère des taxes. Donc, sur le plan des principes, je suis d'accord avec le gouvernement. Mais s'il y a des compatriotes qui estiment qu'il y a des dispositions léonines dans ces contrats, mais qu'ils nous voient. Et avec tout ce que vous venez de me dire, parce que c'est ça mon travail, je vais approfondir la lecture de ces contrats, mais on ne peut pas directement parler des dispositions léonines, même avant l'exécution, parce que ça risque de décourager ceux qui apportent les capitaux. Donc, on nous laisse, moi personnellement, je vais étudier les contrats, et s'il y a des choses à corriger, on va corriger. Mais est-ce que nous 29 ans, c'est pas beaucoup? Pour 1,2 milliard de dollars, céder un tel aéroport? Ben, je vais vous poser la question. Nous sommes indépendants depuis combien d'années? Pourquoi nous-mêmes nous n'avons pas... Si c'était facile, pourquoi nous ne l'avons pas fait? Parce que c'est ça, nous devons apprendre à nous poser des bonnes questions. Pendant plus de 60 ans, nous n'en avons pas construit un seul. Et lorsqu'on est en BOT, il n'y a rien de souverain là-bas, parce que les gens parlent de la souveraineté peut-être de manière abusive. Donc, lorsque, pendant ces 29 ans-là, on ne dit pas que l'aéroport devient une propriété turque. Non, nous sommes en BOT, donc en partenariat public. C'est ça l'actionnariat. C'est ça le nouveau management public. C'est ce qui a fait développer les pays asiatiques. C'est la nouvelle intelligence managériale. Mais s'il y a des compatriotes qui sont sûrs que les contrats des dispositions léonines, ils peuvent nous contacter et nous allons faire notre travail. Mais sur le plan des principes, on a honte quand on vient avec des étrangers à cet aéroport-là. On a honte. Jusque-là, donc je connais beaucoup d'aéroports de par le monde.
C'est le seul aéroport, quand vous descendez, vous trouvez quelqu'un qui vous attend au pied d'avion. Donc, quand vous descendez, vous trouvez des gens là floqués sur les tarmacs. Ça insécurise en fait la navigation aérienne. Traverser à Brazzaville, ici, nous pouvons tout dire. Mais les aéroports, est-ce quand que même. vous pensez que c'est, même si vous n'avez pas encore pénétré les clauses de ces contrats, mais Venevent, 1,2 milliard de dollars, vous pensez que c'est vraiment un contrat gagnant-gagnant? J'ai écrit des livres sur les entreprises, vous le savez. Donc, lorsqu'on est en BOT, bon, je sais que vous minimisez les 1 milliard de dollars parce que vous êtes habitué à en voler régulièrement. Mais 1,2 milliard ailleurs, c'est de la fortune. Mais pour un grand pays comme le nôtre, ici, 1 milliard de dollars, c'est beaucoup d'argent. Je vous ai posé la question. Nous sommes indépendants depuis 1960. Aujourd'hui, ça fait combien d'années depuis que nous sommes indépendants? 64 ans. La preuve est là que nous n'avons rien construit de tel. Par manque de volonté politique, hein? Non. Ça, c'est un autre débat. C'est un autre débat. Ces gens-là sont venus parce que plus vous faites du bruit, j'en ai l'expérience. Et d'ailleurs, j'annonce à la population que bientôt les grands marchés seront opérationnels. Ah, ok. J'en ai l'expérience parce que j'ai copiloté les BOT des grands marchés. Avec toujours ce bruit, des gens qui crient ici des choses qu'ils ne maîtrisent pas, tous les investisseurs s'étaient retirés. Heureusement que quand j'ai reçu personnellement le patron de Sogema chez moi, je l'avais convaincu que cette affaire va aboutir, qu'il allait rentrer dans ses droits. Je ne peux pas dire que je suis le seul qui a milité pour la construction, mais à 50%. Demandez au patron de Sogema, il vous dira que c'est cette petite main qui a porté la dernière signature, qui a tout débloqué. À part la descente du chef de l'État au niveau de la ville. Et donc, j'en ai l'expérience. C'est-à-dire que ces gens-là qui apportent l'argent, ils font partie de ce qu'on appelle en économie l'homo economicus. Dans l'homo economicus, ils maximisent ses profits et minimisent ses coûts. Donc, sur les plans de principe, je suis d'accord. Mais s'il y a des compatriotes qui ont des preuves qu'il y a des dispositions léonines dans ces contrats, qui nous apportent, donc on va interpeller les ministres des Transports. Venevent pour l'aéroport international de Ndidi, ils ont aussi construit les centres financiers. Non, je veux vous dire une parenthèse. Vous savez que la Chine, dans les mêmes conditions, vient de prendre l'aéroport sri-lankais, mais pour une période de 99 ans. Au Sri Lanka. Mais je vous parle donc, c'est là l'économie internationale. Dans le cadre de ce qu'on appelle les nouvelles routes, ce n'est plus la route de la soie comme on avait commencé. Maintenant, ce sont des nouvelles routes parce que la Chine a incorporé dans son programme et les routes, et les ports, et les aéroports. Ça, c'est titre d'ailleurs qu'ils viennent de prendre le port de Djibouti, pendant que vous êtes en train de vous insulter dans vos médias. Et les autres réfléchissent. Vous savez que dans notre pays, le meilleur profil n'a jamais été un atout. Vous le savez? Le meilleur profil. Ici, nous faisons tout de manière folklore. Donc, les Sri Lanka, on reproche au gouvernement d'avoir fait un BOT de Venevent, mais moi, je vous donne une information. C'est que la Chine, dans le cadre de sa stratégie, les nouvelles routes de la soie, vient de prendre l'aéroport sri-lankais pour une période de 9 ans. Mais est-ce que si nous, là, au niveau interne, si on met du sérieux, on ne peut pas mobiliser cet argent-là nous-mêmes pour construire l'aéroport et construire des aéroports. Mais pendant ces temps-là, je vous ai dit ceci. Donc le problème, c'est qu'au Congo, il y a des gens qui pensent que ce qu'ils ne connaissent pas n'existe pas. C'est ça le malheur des Congolais. Il y a des gens qui sont convaincus que ce qu'ils ne connaissent pas n'existe pas. Je vous dis ceci. Il y a des modèles de développement de par les mondes. L'Occident s'est développé grâce au secteur bancaire. Et d'ailleurs, pendant la pandémie sanitaire de Covid, vous avez appris que l'Union européenne s'est réendettée à la hauteur de 750 milliards de dollars. Cette dette est à payer jusqu'en 2058. Donc, lorsque vous êtes court-termiste, il faut faire de la micro. Mais lorsque vous êtes long-termiste, il faut faire de la macro.
Et donc, ça c'est le style occidental. Mais nous ne sommes pas crédibles sur les plans financiers pour obtenir de tels financements. Par contre, l'Asie s'est spécialisée dans les partenariats publics-privés. Et donc, c'est ce que le gouvernement est en train de faire. Quand c'est bien, c'est bien. Quand c'est mal, c'est mal. Alors, mais néanmoins, si vous avez des éléments probants, tout à fait, parce que chez nous, il y a des gens comme ça chez nous. Lui-même n'a jamais lu les contrats, mais il dit déjà qu'il est là. Alors, vous l'avez déjà dit, 29 ans pour l'aéroport international de Dili, 49 ans pour la gestion de l'hôtel Marriott et 290 millions de dollars pour la construction du centre financier de Kinshasa. Et on dit déjà que c'est un éléphant blanc dépenser 290 millions de dollars dans un pays où il y a des priorités sont ailleurs, l'agriculture, les routes et tout ça. Mais là, c'est pratiquement un éléphant blanc, le centre financier de Kinshasa. Bon, si la facture de ce centre est de 290 millions, si c'est cela la facture. Oui, tout à fait. Avec ma modeste expérience, je ne trouverai rien de grave. Je sais que nous sommes dans un pays où le travail intellectuel a toujours été déconsidéré. Vous entendez un peu là, il y a des gens qui racontent leur vie. Que font les députés? Donc vous voyez les gens se posent. Donc des gens qui conçoivent, qui adoubent la politique générale de l'État. On va parler de ça. Oui, non, c'est juste une parenthèse. Je sais que chez nous, le travail intellectuel n'a jamais été rémunéré à sa juste valeur. Ici, on pense que ceux qui transportent les sacs et les colis sont plus importants que ceux qui réfléchissent. C'est pour cela que les professeurs d'université sont mal payés que certains cadres d'entreprise. Parce que chez nous, la connaissance... Or, c'est la connaissance qui développe le pays. C'est la connaissance qui développe le pays. Le Japon n'a pas de ressources naturelles comme nous. Tout à fait. Donc nous sommes dans cet environnement-là du faux. Donc ici, pour qu'on considère que vous avez travaillé, vous devez transpirer en train de pousser un chariot. Donc là, on dit qu'il a beaucoup travaillé. Mais les gens qui réfléchissent, on considère qu'ils ne font rien. C'est pourquoi les gens font des raisonnements du genre, pourquoi on a construit les centres financiers. S'agissant du montant, dès lors que je n'ai pas encore accédé au projet, je ne vais pas s'ipiter comme les autres. Je reste au niveau des principes. Nous sommes aujourd'hui au Parlement, nous aurons le temps de demander tous ces contrats pour y voir clair et très clair. Mais sur le plan des principes, un État qui n'a pas de cadre de réflexion n'est pas différent d'une forêt. Cadre de réflexion. Mais je vous dis, lorsque vous êtes dans des pays ailleurs, là, comme le Togo, le Kenya, le Sénégal, vous savez, la République démocratique du Congo n'a plus d'aura intellectuelle. Vous ne vous posez pas de questions. C'est un Camerounais qui vient nous réveiller par rapport à l'agression rwandaise. Charles, non. Vous voyez un peu. Et son livre se vend comme des petits pains. Et pourtant, on a eu notre compatriote ici que je salue, Freddy Mulumba, qui est dans cette bataille. Personne ne l'a. Ici, tous ceux qui réfléchissent sont mauvais. C'est ça les malheurs de la RDC. Mais quand même, là, ils achètent les livres des gens. J'ai dit ceci, c'est pour vous dire qu'au Congo, on veut tous nous bestialiser. L'intelligence ne dit rien au Congo. Je l'ai dit à haute voix, je le répéterai même devant un fusil. Donc, les gens qui légifèrent, qui gèrent toute la nation, on dit qu'ils ne font rien. Les professeurs d'université qui ont enseigné tout le monde sont les mal payés de la République. Alors, dans un tel état, lorsqu'on voit qu'on a construit un centre financier, les gens ne peuvent que... ils sont habitués à voir des... C'était une priorité. S'il vous plaît, laissez-moi. Laissez-moi, voilà. De construire des routes. Laissez-moi parler. Laissez-moi parler. Je sais que chez nous, les gens ne sont contents que quand on inaugure des bars.
Je vais vous faire comprendre l'importance d'un centre financier. Lorsque vous êtes à New York, là où se trouvent les deux tours jumelles qui ont été détruites, c'est le centre mondial des finances. Là où on ne parle pas des milliards sous l'arbre. Ce n'est pas du pouvoir coutumier, monsieur. En management, les symboles ont de grandes significations. Il y a beaucoup de salles. Là-bas, ça va abriter les bureaux de certaines régies financières. Vous savez combien d'argent... Même les gens qui détournent de l'argent. S'il vous plaît. Vous savez combien de gens perdent nos régies financières en louant les bureaux auprès des tiers? Mais ce sont des problèmes qu'on est en train de résoudre. Ça, c'est sur les plans techniques, pour celui qui vous dit que le centre financier n'a rien à voir. Mais ces centres-là, les salles-là seront louées. Ça va contribuer aux recettes de l'État. Allez au Kenya, ils n'ont qu'un seul centre. Mais il faut voir comment pourquoi la République démocratique du Congo ne reçoit pas jusque-là les conférences d'envergure du Fonds monétaire, de la Banque mondiale. Vous allez accueillir ces gens-là où? Au Palais du Peuple. Je vous dis, moi, sur les plans des chiffres, nous venons de commencer à l'Assemblée, nous aurons le temps de disséquer tous ces contrats, mais sur les plans de principe, ça valait et ça vaut la peine. Tout simplement, j'insiste là-dessus, ces salles-là seront louées, les services de l'État qui étaient locataires seront stables, ça sera des charges de moins pour la République. Mais sur le plan de prestige, parce que vous avez parlé des 290 millions. En fait, les 290 millions, c'est pratiquement l'enveloppe salariale de tous les agents de l'État par mois. 290 millions. Oui, c'est ça aussi parce qu'avec les taux d'échange qui est en train de tanguer, donc c'était d'abord 350 millions, mais avec la dévaluation, aujourd'hui, c'est aussi entre 290 et 300 millions de dollars. Même quand vous rémunérez cet argent-là, les gens considèrent toujours que vous n'avez rien fait. Mais tout celui qui passera, qui verra l'éclat qu'il y a au niveau de ces bâtiments-là, il va considérer que quelque chose a été fait. Donc, en économie comme en politique, les centres financiers est une bonne chose, mais cela ne nous interdit pas de relire les contrats pour voir s'il y a eu de la prédation. Alors, honorable Godempoy, vous parlez comme professeur. Mon ami Charles Quint. Maintenant, je vous pose la question. Mon ami Charles Quint, l'homme qui me pose les questions les plus difficiles. Parce que là, vous êtes revenu à maintes reprises sur le travail des députés qui aujourd'hui est méconnu dans l'opinion. On pense que les députés vont là-bas pour dormir et il y a des photos, des tonnes et des tonnes de photos comme ça qui circulent dans les réseaux sociaux qui montrent les députés en train de dormir. Alors là, moi j'ai suivi un discours, moi je suis journaliste, je dois citer la source ici sur ce plateau. J'ai suivi le discours du cardinal Ambongo en train de dire que les députés nationaux, d'abord le pays est paralysé depuis que le président Tshisekedi a été élu, 3 mois déjà, le pays est paralysé, les acteurs politiques au niveau du palais du peuple ne font que se chamailler pour se partager les gâteaux. C'est moi qui ajoute le verbe chamailler. Et les députés aujourd'hui touchent plus de 30 000 $, alors que les professeurs d'université touchent moins que ça. Et tout ça, ce sont des faits qui occasionnent des frustrations et ça pousse certains Congolais déçus à aller rejoindre les groupes rebelles. Votre réaction? Bon, vous savez, moi, mon éducation m'interdit à répondre aux compatriotes qui parlent, surtout pas aux pères de l'Église. Je n'ai pas cette éducation-là. Pour rien au monde, moi, je ne parlerai mal de l'Église. Je suis moi-même le produit de l'Église. Pour rien au monde, je ne parlais jamais en mal d'un père de l'Église. Mais il y a des informations que nous devons donner. Parce que vous savez, les gens confondent la République démocratique du Congo avec le FC Mabouilo.
Ah, l'équipe Tu as connu Mabouilou. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde parle de l'État. C'est indigeste. Je ne dis pas que moi, je suis plus intelligent que les autres. Mais je t'ai dit, j'ai passé toute ma vie à étudier l'État et à travailler pour l'État. D'abord comme fonctionnaire et aujourd'hui comme politique. Donc, quand j'entends certains discours, je nous condamne nous-mêmes les politiciens parce que nous ne communiquons pas assez. Et je me rends compte que beaucoup de gens ne savent pas comment fonctionne l'État. D'abord, si quelqu'un vous dit que ceux qui ont rejoint la rébellion, c'est parce que les députés ne font pas leur travail, il faut lui dire, avec tout le respect, que cette guerre date d'il y a 30 ans. Et si celui qui dit ça ne le sait pas, cette guerre est planifiée par la communauté internationale, qu'il le sache, depuis 1986, quand il y a eu des problèmes à Tchernobyl, et particulièrement en 1991, lorsqu'il y a eu écroulement de l'IRSS. Donc, s'il ne le sait pas, si ces gens-là ne le savent pas, il faut leur dire que les amis ou les compatriotes qui ont rejoint la rébellion il y a de cela une semaine ou un mois, et viennent d'y aller maintenant, mais cette guerre date d'il y a 30 ans. Donc la guerre là date d'il y a 30 ans. La deuxième information qu'il faut donner à ceux qui tiennent ce genre de discours, s'ils ne le savent pas, cette guerre a été planifiée contre la RDC depuis 1986. Juste après l'échec du socialisme, les Occidentaux avaient déjà décidé de balkaniser la RDC. Donc ils n'ont pas la bonne information. Lorsqu'on dit que ça fait 3 mois qu'il n'y a pas de nouvelles institutions, donc il faut dire également à ceux qui tiennent ces discours qu'il y a une discipline scientifique qui s'appelle sciences politiques, mais en réalité ailleurs on appelle ça les sciences de l'État et du pouvoir. Donc c'est dans cette discipline-là qu'on apprend aux gens comment c'est fait la mise en place des institutions post-électorales dans un État. Avant de développer l'artillerie scientifique, je voulais faire de l'empirisme. La Belgique a fait environ 2 ans sans gouvernement. Donc c'était toujours la gloutonnerie des politiciens. Donc les gens doivent parler des choses qu'ils maîtrisent. Moi aussi, il y a des choses que je ne connais pas, mais je n'en parle pas dans ma vie. J'ai un léger avantage, c'est qu'au-delà de mon doctorat en économie, je suis docteur en sciences politiques. Donc je sais de quoi je parle. Il ne faut pas que les gens pensent que nous sommes en train de faire un jeu d'enfant. Il y a des gens qui meurent. Mais là, on est pas en train de perdre du temps dans un pays. Suivez-moi. Il y a beaucoup d'urgence. Suivez-moi. Suivez-moi. Donc, il ne faut pas confondre l'urgence et la dromologie. Donc, ce sont des choses, on apprend ça à l'école. Les gens qui tiennent ces discours du genre ça traîne, mais ils devaient d'abord connaître quel est notre régime politique. Je ne parle pas du système politique, je parle de notre régime politique. En régime présidentiel, là nous faisons des sciences po. En régime présidentiel, on n'a pas besoin d'un informateur. Parce que c'est automatique. C'est en régime parlementaire où on a besoin d'un informateur qui doit identifier la majorité. Et nous, comme nous sommes pratiquement un régime semi-présidentiel, nous avons besoin de cet informateur-là. Il devait identifier les forces politiques. Nous voulons tous un état de droit. Ce n'est pas parce que vous avez été proclamé par la CENI que vous devenez automatiquement et robotiquement élu du peuple. C'est ça l'état des droits. On parle de quoi? Enfin,
Mais tout ça, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Oh là là là, oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Vous pensez qu'un État, c'est votre cuisine? Vous pensez que la RDC, c'est le Transco? Lorsque vous voulez un État de droit, il faut en connaître les mécanismes de fonctionnement. Ce n'est pas parce que vous avez été déclaré élu le 13 janvier par la CENI que vous devenez élu du peuple. Notre constitution prévoit que vous soyez confirmé par la Cour constitutionnelle, qui ne s'est prononcé qu'il y a quelques jours. Par quelle magie le président allait constituer le gouvernement avec des élus provisoires? Mais on parle de quoi finalement dans ce pays? Ce n'est pas parce que nous avons des bouches que nous devons parler. Ce qui sort de nos bouches doivent provenir de nos têtes. Ça, ce sont les phases de l'état des droits. Donc c'est pas autour du gâteau que vous vous êtes réunis pour paralyser les pays, ce qui est dit par les Canadiens. Non. Ne citez pas les noms des gens. Moi, j'ai un grand respect pour les gens. Moi, je cite la source. Moi, je vous dis que ce sont des déclarations obscènes. Obscènes. Ce sont des déclarations obscènes. Il n'y a pas un gâteau à se partager. Il y a des responsabilités à se partager. Des responsabilités. C'est ça l'état des droits. La Constitution dit que quand vous êtes élu par la CENI, il faut attendre la confirmation de la Cour constitutionnelle. Et par quelle magie le président allait constituer des gouvernements avant la Cour constitutionnelle? Ça vient d'où? Donc ce n'est pas un gâteau, hein, les concepts de gâteau. Bon, ce sont des expressions obscènes. Ça ne peut pas sortir de ma bouche. Tous les pays du monde fonctionnent comme ça. Il n'y a qu'en RDC on trouve ces genres d'inepties. Je vous ai dit que la Belgique est restée à un certain moment, pendant environ 2 ans sans gouvernement. C'était le gâteau. Si c'est ça était le gâteau, pourquoi les gens reçoivent des prébendes et l'argent qui vient de ceux qui se disputent pour les gâteaux? Il ne faut pas qu'on puisse dire une chose et son contraire. Alors, laissez-moi vous expliquer comment fonctionne l'État. Parce que là, je suis perdu. Donc, le président ne peut pas former le gouvernement avant les résultats de la Cour constitutionnelle. Très bien. Parce que ce gouvernement doit passer avec son programme devant l'Assemblée nationale. Mais on parle de quoi? Et même le Sénat, hein, ça va. On parle de quoi? Enfin, moi je suis perdu. Vous comprenez pourquoi ça traîne? C'est ça l'état des droits. Donc il n'y a pas de miracle à opérer. Hein? Non, il faut rester dans la Constitution. Cette Constitution a été votée par référendum par la population. Vous ne le faites pas, vous serez poursuivi pour trahison. Donc que les gens ouvrent leurs oreilles. Lorsque vous épousez une femme et que vous voulez avoir un enfant, messieurs, soyez patient, attendez 9 mois. Il n'y a pas de miracle à faire. Vous comprenez? Je préfère, parce que les gens parlent des choses, mais moi je ne sais pas où est-ce qu'ils ramassent tout ça. Et quand on identifie la majorité, il n'y a pas partage des gâteaux, il y a partage des responsabilités, parce que ces gens, en fait, ont un mandat qui est le peuple. C'est à ce moment-là qu'on vous dit à l'Assemblée, il y en a qui optent pour la majorité, il y en a qui optent pour l'opposition. C'est à ce moment-là qu'on va maintenant partager les responsabilités et servir le peuple au gré du poids politique. En quoi ça devient le gâteau? Si c'est ça le gâteau, c'est qu'il y a plusieurs bénéficiaires de ces gâteaux-là. Vous comprenez? Parce qu'il y a des gens qui reçoivent l'argent de la République comme ça. Quand ils reçoivent ça, ce sont des gâteaux bien de beignets. Alors, donc il faut que les gens redeviennent normaux. Hein, qu'on ne doit pas réagir de manière... Alors, est-ce que vous comprenez le fait que l'on affirme que, à cause de tout ce qui se fait ici, des gestes que nous posons qui blessent les autres, et ceux qui se trouvent exclus de ces gâteaux-là, ils rejoignent des rébellions? Est-ce que vous comprenez un peu hein, ce genre de... Est-ce que c'est une façon de pousser les gens à se rebeller? Quelle analyse pouvez-vous faire lorsque vous entendez de tels propos? Bon, moi je ne peux pas analyser les propos des uns et des autres.
Donc, si je comprends la logique congolaise, on veut créer une nouvelle théorie de la démocratie où tout le monde doit être dans les institutions. Donc, parce qu'on parle de l'exclusion, c'est-à-dire que maintenant là, toi tu n'es pas du gouvernement. C'est-à-dire qu'on t'a exclu. Et c'est pour cela que tu dois aller tuer tes frères. Donc je ne comprends rien. Je n'y comprends rien. Je vous dis, c'est la grande déception pour moi. Donc nous n'avons plus d'aura intellectuelle dans ce pays. Ça, ce sont des choses fondamentales. On n'a pas d'aura intellectuelle. Enfin, la RDC n'a plus d'aura intellectuelle. On n'a pas une aura intellectuelle. Quand vous suivez certaines déclarations que nous, leaders, nous tenons, mais vous savez, il y a des étrangers dans ces pays. Par moment, ils nous racontent, ils me disent, mais Godé, qu'est-ce qui ne va pas chez vous là? Donc les frustrations ne peuvent pas pousser des gens à rejoindre des groupes rebelles comme l'affirment certains. Non. Qui n'est pas frustré dans ce pays? Qui n'est pas frustré? Donc c'est-à-dire que lorsque vous êtes frustré, la solution c'est d'aller tuer tes frères, d'aller tuer vos frères. Je pense que c'est une mauvaise lecture des événements. Mais ce que je voulais vous dire, que personne ne vous trompe. Moi, je suis député depuis 3 mois. Il a été dit que les députés touchent, on a d'abord un budget de 3 milliards de dollars, contrairement au Congo-Brazzaville, et que dans un pays où il y a un budget de 3 milliards de dollars, les députés aujourd'hui touchent plus de 30 000 dollars. C'est scandaleux. Honorable Godépouille. Bon, je ne vais pas entrer dans ce débat plein de jalousie, de haine et de méchanceté. Mais je voudrais qu'on redevienne un peu humain, bien qu'on soit homme. Moi, je suis député depuis 3 mois. Je l'ai dit, la main sur le cœur. Nous sommes dans la maison de Dieu. Il n'y a aucun député, jusqu'à ce jour, qui touche plus de 5 300 dollars. Parce que la main sur le cœur, nous sommes dans la maison de Dieu. Les messages prophétiques qu'on vous donne là, ça ne vient pas du ciel, ça vient de l'enfer. Jusqu'à ce jour, aucun député ne touche 33 000 dollars. Je le suis, je n'ai jamais touché cet argent. Des deux, ça fait 2 mois qu'on n'a pas été payé. Des 3, le budget de la RDC n'est pas de 3 milliards de dollars comme on voulait dire. Notre budget est aujourd'hui à 16 milliards de dollars. Nous avançons. Des 4, Congo-Brazza n'a jamais eu un budget de plus de 20 milliards de dollars. C'est autour de 4 milliards de dollars parce que leur budget, c'est en francs CFA. Des 5, les institutions de la RDC ne consomment jamais 70% comme on vous l'a dit. Jamais. Jamais. Je l'ai dit dans la maison de Dieu, du vrai Dieu. L'enveloppe salariale pour tous les agents de l'État en RDC, c'était 350 millions de dollars avant la dévaluation ici. Avec la dévaluation, cette enveloppe est aujourd'hui descendue à 300 millions de dollars. Évidemment, il faut ajouter les 40 millions de dollars que la BAD donne pour appuyer la gratuité. Mais ça, c'est déjà préaffecté pour la gratuité. Donc, dans ces 300 millions de dollars-là, suivez-moi bien, il y a les institutions, il y a les administrations, il y a l'armée, il y a la police, il y a tout le monde. Ça ne représente que 22,5% du budget de l'État et non 70%. Je sais que les gens s'amusent à saper l'honneur des autres. Mais moi, je suis de ceux qui pensent que Dieu nous jugera lors du jugement dernier. Lorsque les gens se permettent à dire dans les médias, on paye aux députés 33 000 dollars, mais ils ne vous disent pas combien on paye aux directeurs des sociétés commerciales et de régies financières. Ça, on ne le dit pas. Des Vodacom, on ne dit pas. Des DG, on ne dit pas. Les gens qui tiennent ces discours, que Dieu les pardonne, quand vous tenez ces discours, vous ne facilitez pas la cohésion nationale. Pourquoi? Ah bon? Parce qu'un élu a ses électeurs. Et les électeurs expriment leurs besoins
selon la rémunération de leurs élus. Lorsque vous mentez que les députés touchent 33 000 $. C'est pourquoi je comprends maintenant, là, tout le monde, les gens nous appellent même à 3 h du matin. Donc moi, comme je suis rarement les médias, je ne savais pas qu'un tel discours s'était né. Et non seulement que cela va créer une rupture entre les électeurs et leurs élus, ça va briser même le foyer des élus. Parce que nous avons des épouses, nous avons des enfants. Quand ils attendent que vous touchiez 33 000 $, qu'ils ne voient pas, nous demandons à ceux qui tiennent ces discours de se ressaisir. Nous sommes tous pèlerins et passagers sur cette terre. 33 milliards de $, les jours où on m'en payera, je n'aurai pas honte de les prendre et je les dirai. Mais je travaillerai pour que les huissiers soient aussi correctement payés. Donc, chers compatriotes, ne suivez pas ces boniments, ne suivez pas ces mensonges. Aucun député jusqu'à ce jour ne touche 33 milliards $. C'est juste la méchanceté. Et ces discours, j'ai bien d'informations. Ça vient des laboratoires étrangers. Parce qu'on vient qu'il y ait soulèvement à Kinshasa. Je demande au gouvernement d'ouvrir l'œil et les bons. Les discours de 33 000 $. Les discours là de 33 000 $, ça vient des labos étrangers. On veut en fait créer un soulèvement à Kinshasa. C'est ce que les gens ne savent pas. Et les discours de rejoindre les groupes rebelles pour des déceptions, des frustrations, ça vient aussi de l'étranger? Bon, ça je ne sais rien affirmer, mais pour les 33 milliards de $, je sais de quoi je parle. 33 000 $. J'ai 33 000 $, je sais de quoi je parle. Moi, je suis député, je me battrai pour la justice sociale dans ce pays, pour que chacun ait une rémunération décente, mais j'aurai le courage de dire la vérité à la population que l'équité n'est pas qu'horizontale, mais elle est également verticale. Voilà. Honorable Godin, parce que vous êtes aussi pasteur, ça je dois le souligner, il y a aujourd'hui des voix qui s'élèvent pour demander un dialogue. On est en guerre. Il y a des frustrations des gens qui rejoignent des rébellions. À Kinshasa, il y a un comportement comme si on n'est pas un pays en guerre, alors qu'il y a des Congolais qui meurent à l'est du pays. Et là, Carguinon on demande à ce qu'il y ait un tour de table entre Congolais. Et vous êtes tout d'accord avec cette proposition? Bon, je pouvais répondre, mais quand il cite le nom des gens, tu mets des armes. Mais là, il a proposé un dialogue. Non, moi je ne réponds jamais aux gens. Nous sortons des élections. Nous sortons des élections. Le président de la République a été élu avec plus de 73%. Quel est ce dialogue qui va vraiment remplacer la volonté de la population? Donc je m'interroge. Quel est ce dialogue? Vous avez vu, il y a paix. Il y a un député provincial du Maniema de l'opposition qui venait d'obtenir la liberté provisoire. Tout à fait. Vous savez comment on appelle ça en sciences politiques? Ce sont des mesures de décrispation. Donc si des gens ils veulent recommander certaines personnes au gouvernement, qu'ils aient leur courage, qu'ils écrivent au chef de l'État. La guerre que nous avons, ce n'est pas une affaire congolo-congolaise. Il s'agit d'une agression décidée depuis les années 80 par la communauté internationale. Mais il y a la présence des Congolais aujourd'hui. Non. Des Congolais qui ont pris les armes contre leur propre pays pour tuer leurs frères. C'est faux. Suivez, je vais vous aider. Je vais vous envoyer un documentaire qui parle de la création de l'AFDEL. Vous allez entendre parmi les dirigeants de l'AFDEL, ils disent qu'ils ne se connaissaient pas. Donc ce sont les mots, c'est des marionnettes. C'est de la manipulation, il n'y a rien de... Je sais qu'il y a des problèmes qu'il faut résoudre au Congo. Mais la guerre qu'il y a dans l'est du pays n'a rien à voir avec les Congolais. C'est la communauté internationale qui tient à nous écraser. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout celui qui est frustré, vous voulez qu'il prenne les armes. Et le pays va fonctionner comme ça. Non. Je demande, moi personnellement en tant que pasteur, je demande aux amis qui ont rejoint la rébellion de rentrer ici, que nous puissions continuer à débattre de manière démocratique
comme d'habitude. Moi, j'ai une grande considération pour l'opposition. Est-ce qu'ils peuvent être visés par la peine de mort? Tous les traîtres au sein de l'armée. Non, ça c'est une autre paire de manches. Mais pour les gens qui viennent à peine de rejoindre la rébellion, je crois que nous, en tant que pasteurs, notre travail, c'est de prêcher la paix. Nous ne devons pas faire la promotion de la violence. Et donc, les histoires là dont on parle, je ne vois pas. Je ne vois pas. Parce que nous sortons des élections. Jusqu'à ce jour, est-ce que vous avez déjà entendu un seul leader de l'opposition contester l'élection du chef de l'État? Un seul. Vous les entendez encore parler? Ce sont des grands responsables. Ils savent que le chef a été élu. On a des problèmes, on a des contradictions, mais ce n'est pas pour cela que nous devons tuer la République démocratique du Congo. Donc je demande aux amis qui ont rejoint la rébellion, je sais qu'il y a des frustrations comme nous tous nous en avons, mais rentrez, travaillons ensemble pour merci beaucoup, le Congo et qu'on se pardonne mutuellement. Mais tout ce que nous demandons aux gens, avant de parler en public, faisons un effort pour convoquer des grandes forces de l'intelligence. Parce que quand vous donnez des fausses informations, ça détruit les ménages, ça détruit des corporations, ça va détruire la nation. Donc à ceux qui pensent que les députés, c'est lui qui prend tout l'argent du pays, donc on vous ment. Merci beaucoup. On vous ment. Moi, avant d'être politique, j'étais ailleurs où j'étais mieux payé que maintenant. Merci beaucoup, honorable Godin Poyi. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Ça a été un plaisir pour nous de vous présenter cette émission. Restez branchés. Abonnez-vous sur GCR Congo Télévision. Partagez massivement cette émission dans vos différents groupes WhatsApp partout à travers le monde où vous vous trouvez. Merci et bonne suite des programmes.